Bonjour Dominique. Bonjour Lilia. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, c'est-à-dire les blessures du féminin. Qu'est-ce que tu peux nous dire en fait de ces blessures du féminin vues par un homme, ou plutôt comment accompagner la femme qui a ces blessures? Alors c'est le point de vue d'un homme, hein. Donc Exactement. c'est un sujet où il faut aussi que les femmes parlent tout autant que les hommes. Mais je dis tout autant parce que pour moi, il n'y a pas de blessure du féminin sans blessure aussi du masculin et sans une interrelation entre les deux. Et à distinguer, il y a la blessure des femmes qui vont avec la blessure du féminin. Mais la blessure des femmes, donc, qui entraîne aussi la blessure du féminin, c'est en parallèle avec aussi la blessure du féminin chez l'homme. Donc on ne peut pas parler de blessure du féminin seulement en parlant des femmes. C'est tout aussi important vu que c'est une résonance et un dialogue entre les deux. Et quand tu parles de blessures des femmes, enfin blessures du féminin chez l'homme, ça correspond à quoi? Hmm. Alors c'est là où il y a toute une réflexion à faire déjà au départ. Qu'est-ce que c'est que le féminin? Et le féminin chez l'homme se réfère aussi par une compréhension de ce que c'est qu'une femme. Puisqu'on parle de féminin, c'est en rapport avec ce que c'est qu'une femme. Alors, qu'est-ce que c'est? Là, j'ai pas envie d'être docteur, enfin, de prendre une attitude doctorale Mhm. là-dessus, parce que c'est vraiment un des mystères de la relation homme-femme et de la polarisation. Et c'est quelque chose sur lequel il faudrait euh, qu'il y ait une réflexion quasiment continuelle et une réflexion qui ne soit pas intellectuelle, mais qui soit vraiment ancrée dans une attitude intériorisée. Qu'est-ce que c'est le féminin et qu'est-ce que c'est que le masculin? Parce que de toute façon, comme c'est une polarité, on ne peut pas définir le féminin si on ne définit pas en même temps la relation entre le masculin et le féminin. Alors, pour moi, j'aime bien revenir sur des questions comme archétypales. Mhm. C'est-à-dire, archétypal, pour moi, ça rejoint Jung beaucoup. Et c'est euh, une réalité qui est autant, enfin, qui détermine nos comportements, mais qui détermine aussi notre corps. C'est-à-dire un archétype, c'est de regarder autant une fonction anatomique et physiologique que quelque chose de caractériel et que de caractériel, je veux dire, du caractère de la personne, hein, et qui est en même temps source d'une dynamique d'action, Mhm. une façon de se comporter, une façon d'agir dans le monde. Et c'est l'investissement, à travers tout l'archétype, c'est l'investissement de notre énergie vitale et de notre potentiel de plaisir. Voilà. Donc, se poser la question, qu'est-ce que c'est que l'archétype d'une femme et qui est en même temps anatomique, physiologique, biologique, et qu'est-ce que c'est que l'archétype de l'homme, hein? Et si, ça vaudrait un débat encore plus qu'une explication comme je donne, mais au moins, peut-être ce que je vais dire peut être, enfin, j'espère, un élément de réflexion pour ceux qui nous écoutent. Mhm. C'est le, quand on pense à femme, si tu laisses émerger, si vous laissez émerger l'image de la femme idéale, vous allez avoir plusieurs images, et je crois qu'il y en a deux fondamentales. Il y a la femme amante, l'amoureuse, la partenaire, celle qui... euh, enfin, oui, quand on dit l'idéal féminin, déjà rien que le fait qui a des courbes, qui a des formes, et qui est L'enrobante.
enrobante, mais aussi attirante, sexuelle, partenaire du plaisir. Et puis il y a l'autre qui est la femme mère, qui est reliée évidemment à l'amant, parce que la sexualité est menée encore beaucoup plus d'une façon, c'est-à-dire automatique dans les temps anciens. Si on faisait l'amour, si on était une amante, ben on se retrouvait aussi enceinte. Et il y avait très peu comment, de dissociation possible à cause de la biologie et des connaissances de l'époque entre le fait d'être vraiment complètement dans cette danse de séduction et de beauté et tout ça, qui est la fleur, comme la femme fleur, si on peut dire, et puis la femme mère. Et en même temps, une fois qu'une femme est mère, c'est complètement autre chose. Il y a comme une bascule qui peut se faire très jeune, qui peut se faire très vite, mais une bascule entre de la femme je dirais, séduisante. Séductrice, il y a un jugement, pour l'homme en tout cas, de la femme qui est séduisante et attirante, et, et de la femme qui est mère, qui a son gros ventre, et puis qui ensuite allait, et puis ensuite qui est moins disponible pour l'homme, et puis qui est comme une sorte de... qui va, alors, tous les mots qui viennent de mère, il y a matriarche, il y a marâtre, il y a tous les beaux côtés et aussi les côtés qui peuvent être repoussants. Après ça, la mère, c'est celle qui va faire les courses avec, dans son chariot, puis qui remplit le caddie de nourriture pour la famille, enfin, les tâches ménagères, Et etc. justement, à t'entendre, moi, ça me préoccupe un peu parce qu'on passe de femme fleur à femme mère, mais est-ce que aussi quand on est femme mère, on ne peut pas être aussi cette femme fleur? Parce que sinon, c'est délaisser aussi complètement sa... Oui, alors je parle des images sociales qui sont en rapport avec toutes les vocations de l'archétype et des différentes formes que ça prend. Et pour moi, il y a, la femme est une. Pour moi, quand je m'adresse à une femme, il y a la femme qui est possible partenaire, qui m'éveille le désir, qui éveille mon désir, et qui aussi, même pour moi, dans ses formes et dans sa plénitude, une femme satisfaite, on dit bien une femme mal baisée ou une femme bien baisée, mais une femme satisfaite, c'est pour moi justement une bien baisée ou bien aimée, ce qui est beaucoup plus beau. Une bien aimée devient aussi davantage maternelle, même pour l'homme. Dès qu'une femme qui est heureuse dans sa sexualité et dans sa relation, mais la sexualité étant une part vraiment extrêmement importante de la relation, cette femme va devenir une source d'abondance. Elle a envie de nourrir, elle a envie de chérir, elle a envie de rendre à l'homme aussi de son abondance qui naît dans son ventre et je ne parle pas seulement de la fécondation, mais qui naît dans son ventre de femme, c'est comme ça que je le ressens, et de là jaillit même ça sent une femme qui vient de faire l'amour, pour les hommes aussi d'ailleurs, mais il y a les pommettes qui remontent, il y a un sourire plein. Et il suffit dans les hôtels, si vous voyez les hôtels, même des hôtels de passe, les couples qui ressortent après avoir fait l'amour de la chambre d'hôtel entre midi et 2 heures pendant la pause, la pause au travail, et ben, ils sortent comme ça, quoi. Ils sortent comme ça. Donc, et donc, cette femme satisfaite a aussi envie de nourrir l'homme. Et c'est une plénitude qui se manifeste euh, dans, dans le vécu féminin de sa poitrine. La poitrine est nourricière. Et il y a beaucoup de femmes, je crois justement dans les blessures, qui n'ont plus conscience ou qui n'ont plus le plaisir même d'être tétées, même par l'homme, enfin d'offrir leur cœur à travers leur sein. Hein. Et ces formes, il y a bien des femmes qui se demandent, mais pourquoi les hommes sont si obsédés par mes seins? C'est tout naturel. Et c'est l'abondance. C'est vraiment
l'abondance complète, le repos, la plénitude, là, ce qu'un saint représente pour les hommes. Et le drame, c'est que souvent, les femmes, à travers les souffrances ou les blessures du haut conditionnement, et aussi à cause des hommes qui sifflent dans la rue, ou je ne sais pas quoi, tout ça, des femmes n'osent plus, ont honte de leur sein, et il y en a même qui voudraient ne pas en avoir quasiment, ne pas les montrer. Alors qu'il y en a d'autres qui vont laisser un décolleté pour que l'homme puisse plonger son regard dedans en étant offusqué que l'homme cherche à le voir. Enfin, il y a tous des jeux de séduction, en même temps de culpabilité. Enfin, c'est complexe tout ça, le rapport au sein. Mais je crois que beaucoup de femmes ne peuvent plus comprendre cette attraction des hommes pour leur sein parce qu'elles ont perdu elles-mêmes la conscience de leur corps. Donc là, on tombe dans les blessures du féminin qui peuvent être vraiment liées au social aussi, à la façon dont les blagues salaces, les regards dans la rue, tout ça qui contribue, qui sont des blessures énormes aux femmes et ensuite au féminin. Oui, et cela, ce que je dis du féminin, des femmes, en quoi ça parle du féminin? De passer de l'image archétypale des femmes à qu'est-ce que c'est que le féminin? Et quelles sont les caractéristiques principales du vécu féminin? Et là, j'inclus déjà, quand je dis le vécu du féminin, je m'inclus. Il y a ce que je perçois de la femme dans cet accueil, cette fécondité, cette capacité à nourrir, cette recherche de beauté. L'homme, naturellement, je pense qu'il cherche moins. Il y a des hommes qui ont ce sens de leur dignité, de leur beauté. Et puis, j'espère que je suis un de ceux-là. Enfin, je fais attention. Avant de te parler, j'ai regardé comment étaient mes cheveux, si je présentais bien, etc. Et le plaisir d'être beau, mais la femme est plus naturellement. Je voyais à Bali une femme qui sort et puis qui sort précipitée, puis d'un coup elle voit une fleur de frangipanier sur son chemin là, puis elle se regarde et dit ah, puis elle va vite cueillir une fleur et puis elle la plante dans ses cheveux. Un homme n'aura pas un geste comme ça. Elle, hop, elle prend la fleur, elle le met. Est-ce que c'est pas dû aussi au fait que, en fait, les femmes, il y a un peu l'idée de beauté, d'être belle, un peu de beauté d'objet, donc de consommation. Est-ce que c'est pas aussi dû à ça, de devoir être belle et de devoir plaire? Là, là, là je dirais, c'est une déviation. Mais pour moi, quand j'observe même une petite fille, naturellement, mais ça sort de partout. Et c'est instinctif. C'est un rapport avec l'instinct. En tout cas chez les humains, chez les oiseaux, ça peut être différent. Ça peut être l'homme qui parade, les pans, etc. Mais il y a, en tout cas chez les humains, c'est dans toutes les sociétés, c'est la fleur qui se manifeste pour que l'homme vienne la butiner, je dirais, et pour qu'il y ait ensuite des enfants. C'est le miracle de la vie. C'est la femme pleinement. La femme fleur, ça fait petite fille, il y a quelque chose. Quand je dis la femme qui fleurit, ça me Hmm. paraît plus juste. La femme qui fleurit, elle est belle, elle a envie d'être belle. Pas pour la consommation, juste parce que dans le féminin, il y a justement offrande. Il y a offrande de beauté. À Bali, il y a quelque chose, je me rappelle, de taguer sur un mur, même en ville. Il y avait, j'ai gardé, ça fait 10 ans que j'avais vu ça, mais je le garde comme un leitmotiv de ma vie. C'est Life is offering. La vie est offrande. Dans cette société encore traditionnelle de Bali,
tout est offrande, la vie est offrande. Et dans cet aspect d'offrande, et aussi l'aspect dévotion, qui est encore une autre, pour moi, tout ça, c'est du féminin. C'est vraiment l'essence, le rappel par la femme de valeurs féminines. Voilà. C'est comme si la femme était la garante que dans ce monde, ces valeurs de beauté, d'accueil, de réception, de fécondation, de respect de la vie, de respect de l'enfant, de respect de l'intériorité. Ici, c'est évident avec ma partenaire, Marianne, ben, le soin qu'elle met, l'énergie qu'elle met aux objets dans la maison, à ce qu'il y ait des cadres, il y ait des peintures, il y ait des cristaux, il y ait de la couleur, il y ait jeu de lumière, etc. Même la petite guirlande qui s'allume le soir. Enfin, tout ça, c'est pas moi qui y pense, c'est elle. Et c'est un rappel pour moi de le manifester aussi avec ce que moi j'aime aussi et là où j'ai plus de talent. Par exemple, Marianne a beaucoup plus de talent justement pour les cristaux, les jeux de lumière, etc. Et moi, le rappel, c'est je veux du vivant. Vous voyez derrière moi la plante qui court le long du mur. J'en ai une autre encore de ce côté-là, deux même, on va en payer qu'une. Et, et tout ça, j'en ai encore une autre là, qui me pendouille de ce côté-ci, de mon étagère, et que je chéris. Mais ça, aussi, c'est mon féminin qui fait ça. C'est ce que j'appelle le côté féminin, de respect de la vie, d'accueil et de rondeur et de beauté. Voilà. Mais comment fait, enfin moi ma question c'est comment fait la femme à s'épanouir et à se justement exposer toute cette beauté dans un monde qui est quand même très agressif de la part des hommes, où la femme on va dire, est peu respectée. Alors je dirais, le monde est agressif par le fait des hommes. J'ai envie de rigoler parce que dans mes relations, je peux dire que les femmes sont, j'allais dire, au moins aussi agressives que les hommes. Donc, c'est pas, c'est pas un critère pour moi. Les hommes, les agressifs et les femmes, les tendres, les tendresses. Euh, maintenant, par contre, oui, que dans notre mode de vie, le féminin est agressé, Oui, oui, bien sûr. Et le féminin, et moi je pense à la terre-mère, toutes les traditions anciennes considèrent la planète Terre comme un organisme vivant et qui est de nature maternelle, de fécondité justement et d'abondance. Donc en ce moment, quand on dit que 70 à 80% des insectes ont disparu, que les oiseaux suivent, l'extinction des espèces, construction encore plus de centrales nucléaires, encore plus de ceci, de cela. La Terre est complètement agressée. Agressée. Fukushima qui déverse dans l'océan Pacifique, dans les, j'allais dire, dans les eaux, comment on dirait, mat, matriarcales, comment on dit là, il y a un mot, les eaux génitrices, les eaux, comment on dit le comment les eaux primaires. les, les eaux primordiales de fécondation, d'apparition de la vie, et qu'on est en train d'empoisonner ça avec des produits qui vont rester, qui mettent des milliers d'années à se calmer. La terre n'en peut plus, la terre souffre. Moi, j'en suis au point là quand j'ouvre la fenêtre et que j'entends la rumeur de l'autoroute au loin, un camion qui passe sur le devant sur la route devant la maison, même si c'est pas tout près, mais j'ai mon cœur qui me fait mal. J'ai vraiment mon cœur qui me fait mal. Ma mère, la terre, ma mère, n'en peut plus.
Donc l'abus du féminin, et c'est curieux, je pense que c'est des réalités à double entrée. Quand le féminin n'est pas compris, n'est pas respecté, que la terre-mère est abusée, ça va aussi avec l'abus des femmes et des enfants. Et les hommes eux-mêmes de l'abus qu'ils font de leur corps, le non-respect. Et c'est les femmes en souffrent, mais les femmes en souffrent aussi quand elles deviennent hyper masculines elles-mêmes. L'image pour moi très, très claire, c'est le, la féministe extrémiste. Qu'on défende des valeurs féminines, je suis complètement d'accord, complètement. Mais quand des femmes deviennent violentes, agressives, etc., euh, sous, sous prétexte de féministes, peut-être que beaucoup ne se rendent pas compte qu'elles s'identifient aux côtés les plus négatifs de l'homme. C'est-à-dire pour protéger le féminin, et ça se comprend, hein, c'est toute une dialectique infernale, mais pour se protéger et pour protester contre les abus de la femme, qui sont sociologiques et qui sont aussi de l'ordre du viol, etc., qui ne sont pas seulement la situation de la femme dans la société, c'est aussi le corps de la femme, que tu parlais tout à l'heure d'objets, de désir et d'objets à consommer, quoi. Un corps de femme qui est un objet à consommer, qui est vendable, hein, et on voit dans des bordels de certaines rues de Bombay ou de Calcutta. Je n'ai pas été, mais il paraît que les femmes sont exposées derrière des grilles. Voilà, tout au long de la rue. Il y a des femmes exposées et les hommes vont acheter un moment de consommation du corps féminin. Hein. Comment on fait pour se réconcilier justement aussi bien donc les hommes que les femmes à ce féminin qui est en nous et soigner cette blessure? Déjà de la reconnaître et de la reconnaître que je sois homme ou femme, je suis impliqué dans la répétition de la blessure du féminin. Homme ou femme. Comment toi, tu es blessé dans ton féminin, dans ton corps de femme, et comment tu en prends soin, et comment l'homme se rend compte aussi qu'il ne respecte pas ses besoins les plus profonds, son corps, qui sont ouais, pour moi je mets ça dans des valeurs féminines, et ensuite comment l'homme peut aborder une femme en respectant la femme, en comprenant déjà comment fonctionne la femme, donc ce qui veut dire que lui-même a un rapport avec sa réceptivité, son sens de la beauté, pas seulement le guerrier les nouveaux guerriers, je ne sais pas tout ce qu'il peut y avoir sur l'identité masculine qui peuvent avoir tendance à survaloriser l'aspect homme masculin, le côté masculin chez l'homme. Et qui est souvent, d'ailleurs, c'est dramatique parce que en même temps, bien des hommes ont vraiment besoin pour pouvoir trouver leur féminin, il faut que déjà aussi ils vivent leur masculin. Un homme rose n'est ni féminin ni masculin. Il est efféminé, qui est complètement différent. Et un homme qui est en même temps a le sens du social, s'engage dans la vie, sait faire des arts martiaux, a le plaisir de cultiver son corps musculaire et courage, etc. Et qui, s'il devient que ça, il peut devenir une brute. Et s'il a en même temps ce sens du respect, du temps de repos, de se nourrir, d'accepter d'être nourri par sa femme, d'accepter d'être nourri par la nature, d'être réceptif.
savoir se promener aussi, pas seulement en calculant son rythme cardiaque, mais ça les femmes le font aussi, hein, avec les montres spécialisées pour ça. Et là, voilà. Et donc, j'ai fait 2 kilomètres de plus et mon cœur voilà, bat maintenant à 60 pendant que je cours, et puis bravo. Et oui, et là, et les fleurs. Ah ben les Et, fleurs, même les femmes, c'est vrai, il y a une tendance à aller oui, vers le masculin. C'est et nous, je me rappelle quand on a habité, Marianne et moi, pendant un temps au centre-ville de Grenoble. Et nous, quand on se promène, d'abord, on est tous les deux habillés avec de la couleur. Et c'était relativement fréquent que des gens, non pas nous sifflent, mais nous disent waouh, merci. Parce que Marianne a vraiment le soin justement de cette couleur et elle m'aide aussi à choisir des chemises colorées. C'est elle qui vient de me commander ce magnifique chandail, pullover. C'est bon, et elle est très attentive à plein de choses comme ça. Et quand nous nous promenons, encore maintenant, que ce soit maintenant on habite en campagne, mais si on passe près d'un rosier, on s'arrête tous les deux. On dit, tiens, regarde, c'est extraordinaire. Ces roses jaunes, elles ont vraiment, je ne sais pas si tu as pu remarquer, les jaunes roses ont un parfum plus citronné que des roses rouges. Hein. Et chaque rose a un parfum différent. Chaque rosier, hein, les roses de chaque rosier. Voilà. Et là, on disait, là, on a chez nous en ce moment une amie qui est comment on dit, jardinière, ça se dit pas, une jardinière, ça a un autre sens. Et on parlait hier du parfum des iris. On dit, ah, les iris, ils ont un parfum. Alors que les iris sont c'est les premières fleurs du printemps, c'est parmi les fleurs qui ont le plus de parfum. Et ce qui est extraordinaire, des iris, il y en a des centaines de variétés et chaque variété a un parfum différent. Eh bien, nous, quand on se promène, tu vois, si tu nous vois sur un chemin de village où il y a différents jardins avec des fleurs sur le bord du chemin, eh bien, tu vas nous voir nous arrêter là, sentir. Ah oui, sentir là, tu vois. Et pour moi, ça, c'est vraiment du féminin. Et c'est très rare. C'est extrêmement rare de rencontrer des personnes et dire, ah ouais, qu'est-ce que vous faites? Ah, elles sentent celle-là. Hein. Et c'est la même chose pour les chants d'oiseaux. Il y a le maître Osho, il disait que un vrai méditant, pour moi, je dirais quelqu'un qui a vraiment du féminin, parce que la méditation, ça ramène au féminin. Mais ça peut aussi être une méditation. Je me mets là, puis je bouge pas, puis j'ai mal dans le dos, mais je bouge pas, etc. Ça, c'est pas une méditation féminine. Tu vois. Mais il faut revenir à Osho, il disait, le, si vous êtes sur la place du marché, si vous êtes l'avenue des Champs-Élysées, bon, c'est pas, il n'y avait pas l'avenue des Champs-Élysées, il y avait Mahatma Gandhi Road. Et puis là, il y a un oiseau qui chante sur un arbre et vous l'entendez. C'est la première chose que vous entendez et non pas le trafic et les bruits de voix. Si vous avez cette sensibilité à l'oiseau qui chante, même quand vous êtes en train de faire vos courses, eh bien, là, il y a quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est ouvert dans votre cœur, il y a quelque chose chez vous qui est disponible. Vous êtes en rapport avec votre féminin, vous êtes réceptif. Et vous n'êtes pas agressif dans la nature. Juste ici, là, à même pas 1 kilomètre de nous, il y avait un projet de carrière. Tout d'un coup, là, enfin, on ne peut pas rentrer dans l'histoire, mais voilà, du jour au lendemain, pof, même pas eu d'enquête publique, l'enquête publique au dernier moment, tout bâclé, voilà, on va commencer une carrière dans 6 mois, dans 3 mois. Et puis, tout d'un coup, tous les villages à 500 mètres, les premières maisons ne sont même pas à 300 mètres de ces projets de carrière énormes.
Il paraît que dans le trou que ça aurait fait, là, on aurait pu mettre Notre-Dame de Paris, pour te dire. Oui, Ouais, c'est pas rien, tu vois. Et tout le village aurait pu être dedans. Tout le village aurait pu être logé dans la carrière. Voilà. Du jour au lendemain, tout le village s'est réveillé. Tout d'un coup, on a découvert qu'il y avait des chemins sur ce petit mont. Ça s'appelle le mont Vanille. Tu vois, le mot Vanille, c'est pas féminin, ça. Le mont Vanille. Et, et là, tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'il y avait des espèces protégées, qu'il y avait des oiseaux, qu'il y avait des fleurs, tout le monde a commencé à se promener, à refaire les chemins. Et puis tout le monde a décidé de se réveiller et a décidé de tous les 3-4 villages autour, qui sont tous concernés, je veux dire, à quelques centaines de mètres, tout le monde se levait comme une levée de bouclier totale. Et finalement, le carrier et la préfecture ont été obligés de reculer devant la levée populaire. Mais là, pour moi, je me serais couché devant les... C'est tellement beau, je me serais couché devant les bulldozers. J'aurais pris le risque là. Là, j'étais prêt à aller jusqu'à m'enchaîner à un arbre pour dire non, on ne fait pas ça, tu vois, comme les activistes aux États-Unis. C'est monté en moi comme une colère de fond de mes tripes pour protéger le féminin. Alors, là, il faudra qu'on parle plus précisément des blessures du féminin dans la pratique de la vie de couple. Tout ça. Mais pour moi, ce qu'on dit, là, il va falloir qu'on arrête bientôt. Mais pour moi, ce que je dis là, c'est vraiment dans le rôle du masculin par rapport au féminin, c'est l'homme qui se retrouve non pas chasseur, on dit, moi je trouve ça, les hommes sont des chasseurs, les femmes sont des proies. Moi, ça me lève le cœur quand quelqu'un dit ça. Il y a des sexologues qui disent ça, moi j'ai envie de les baffer. Tu vois. Ne jamais considérer une femme comme une proie et que jamais un homme se considère comme chasseur. Il est d'abord protecteur. Il est protecteur du féminin, de la femme et de l'enfant. Il n'est pas chasseur. Là, j'en frissonne, j'en ai froid dans le ventre quand j'entends l'homme est chasseur et la femme proie. Donc, ce que je dis sur le mont Vanille, ce que je dis sur tout ça, pour moi, c'est déjà positionner le masculin et le féminin. Et il y a encore bien d'autres choses à dire, mais je pense que c'est extrêmement important. Voilà. Oui. Parce que c'est intéressant même juste de voir que le féminin, c'est aussi les hommes qui ont du féminin en eux et cette beauté qu'il y a à défendre aussi par les hommes et par les femmes qui ont cette féminité. Oui, et les hommes ont plus un rôle de protecteur parce que ça, c'est aussi biologique, mais c'est la beauté du biologique, c'est pas parce que c'est biologique qu'il faut dire que c'est pas spirituel, tu vois. Là, il y aurait encore c'est ceci ou c'est cela, c'est dichotomique. C'est quand une femme est enceinte, quand une femme allait un enfant, est-ce qu'elle n'aura pas besoin de protection? Est-ce qu'une femme peut accepter que pendant sa grossesse, à un moment donné, de plus en plus, quand la grossesse avance, elle a du mal à se déplacer? Il faut l'aider. La tendresse de l'homme, attentionner, et puis qui assure qu'elle n'est pas agressée, qui assure qu'on ne la bouscule pas, qui protège ses temps de repos. La responsabilité du masculin, des hommes. C'est très beau. Moi, je crois qu'il faut qu'on arrête ce matin. Ça fait déjà... Mais je te remercie. Voilà. Et ce que j'invite, peut-être pour terminer vraiment, d'inviter tout le monde à sentir l'écho de mes paroles, de notre échange, Lilia et moi, pour prendre un temps de redescendre dans le corps en sentant sa respiration, sentant son ventre et accueillir que cela est une attitude féminine de repos, la permission du repos. Il y a l'action, l'activité, je dirais c'est plus le masculin, on y va, homme ou femme. Et puis il y a, c'est une de mes amies qui est poétesse, qui a utilisé un recueil ce titre pour un recueil de poésie,
Et elle m'avait invité en lecture publique, et c'est la permission du repos. La permission du repos. Permission du yin. La permission d'écouter les besoins de mes entrailles, de mon cœur, de ma sensibilité. Permission du repos. Voilà. Merci Lilia. Merci Dominique.